Bonjour à tous et bienvenue dans Chimie Facile, une série proposée par la chaîne Kozo Academy. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'aide, pense à mettre un like et à la partager avec des amis qui ont besoin d'un coup de pouce en chimie. Merci d'avance. Poursuivons ce chapitre de la composition de la matière. Dans la capsule précédente, on a vu les techniques des séparations des mélanges. Dans celle-ci, nous allons voir la matière au niveau macro et microscopique. C'est parti. Dans un premier temps, on va voir les niveaux microscopiques de la molécule, puis on verra les définitions d'un solvant, d'une soluté, d'une solution, ainsi que de la dissolution. On poursuivra avec les corps purs, démontrés avec une expérience. Viendra ensuite l'atome et la classification des corps purs, et puis on finira par une synthèse et des exercices, pas méchants, je vous rassure. Commençons sans plus attendre. Voici une expérience où j'ai 6 tubes à essai. Dans le premier, il y a 10 ml d'eau distillée, c'est-à-dire de l'eau pure. Et dans les 5 autres, il y en a 9. Dans mon tube numéro 1, je vais ajouter un colorant très connu des chimistes qu'on appelle le bleu de méthylène. Donc je rajoute une pointe de bleu de méthylène dans mon tube 1, contenant 10 ml d'eau. Voici ce qui se passe. Mon eau change de couleur. Je réitère l'opération, cette fois-ci je prélève 1 ml de mon tube 1 pour le mettre dans le tube 2. Voilà ce que j'obtiens. Mon eau change à nouveau de couleur. Je réitère l'expérience encore une fois, cette fois-ci dans le tube 3. Voici ce qui se passe, et ainsi de suite. Je fais de même pour le tube 4. Voici ce qui se passe. Pour le tube 5. Voici ce qui se passe. Et vient ensuite le tube numéro 6. Dans celui-ci, je fais la même chose que j'ai fait précédemment. Je rajoute 1 ml. Et ce que je remarque, c'est que la couleur n'a pas tant changé. Et donc, je m'interroge s'il reste encore de mon colorant. Donc, voici l'expérience que nous avons faite. En résumé, notant ces observations. Ma première observation, c'est donc celle avec le tube 1. Le bleu de méthylène colore l'eau en bleu. Ma deuxième observation, c'est lorsque je transmets les 1 ml de mon tube 1 dans le tube 2, je vois que la colorisation est uniforme. Et entre les tubes 2 et tube 5, l'intensité de la colorisation diminue. Voilà ce que j'observe avec les yeux. Dans le tube 6, aucune coloration apparente. Interprétation donc. Dans le tube 1, le bleu de méthylène se divise en petites corpuscules qui se répartissent uniformément dans l'eau pour donner un mélange homogène. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la dissolution. On reverra sa définition un peu plus tard. Du tube 2 au tube 5, la coloration diminue car le nombre de molécules de bleu de méthylène diminue à chaque étape. Ce procédé, c'est ce qu'on appelle la dilution. Voici l'hypothèse que je vais donc émettre. Mon hypothèse, c'est que les molécules d'eau de bleu de méthylène sont trop peu nombreuses pour colorer la solution du tube 6. Bien. Voici une modélisation de mon expérience. C'est un schéma grossier pour montrer un peu ce qu'il s'est passé. Et comme tu peux le voir, au départ, il y avait beaucoup de boules bleues qui représentent une molécule de bleu de méthylène que je vais appeler BM par simplicité, le bleu clair qui représente une molécule d'eau. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de molécules de bleu de méthylène dans le premier tube. Dans le deuxième, on voit qu'il y en a moins et ainsi de suite jusqu'au dernier. Dans le dernier, on ne sait pas. Si on prélève 1 ml de notre tube 5 et que dans ce 1 ml, il y a notre dernière boule, celle-ci se retrouvera dans la 6. Mais si maintenant, dans notre 1 ml, il n'y avait pas notre dernière boule, dans le tube 6, il n'y aura pas. Voilà pour faire simple. Conclusion, une molécule est une espèce chimique que l'on ne peut diluer indéfiniment. C'est la plus petite entité de matière qui en conserve les propriétés. Pour comprendre ce que je viens de dire, déjà, retiens la plus petite entité de matière qui en conserve les propriétés. Cette phrase est très très importante et on va le voir tout de suite. Voici une molécule qui ne t'est pas inconnue si tu as regardé les dernières vidéos. Celle-ci, effectivement, c'est la molécule d'eau, H2O, 2 hydrogènes reliés à un oxygène. Imaginons, j'ai plusieurs
molécule d'eau. C'est le cas lorsque j'observe. Imaginons j'ai plusieurs gouttes d'eau. Je dilue cette molécule que tu connais bien. Il y en aura de moins en moins. Jusqu'au dernier. Ces deux molécules que tu vois à l'écran, ce n'est pas la même chose que la molécule d'eau. Ici, tu as du d'hydrogène. Là, tu as un atome d'oxygène qui se retrouve rarement seul dans la nature. Et lorsque tu trouves de l'oxygène dans la nature, c'est souvent le O2 que tu respires. Et là, tu as la molécule d'eau que tu ne respires pas mais que tu bois. Comme tu peux le voir, ces trois molécules, imaginons que l'oxygène soit accompagné d'un autre oxygène, eh bien ces trois molécules n'ont pas les mêmes propriétés. L'un se respire, l'un se boit, tu peux déjà le voir qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés. Et donc c'est pour cela qu'on dit que la molécule, c'est la plus petite entité de matière qui en conserve les propriétés. L'eau est un corps pur, car elle est constituée de molécules identiques. Et lorsque je parle d'eau, je ne parle pas de ta bouteille d'eau. Je parle bien de l'eau pure, l'eau distillée, l'eau déminéralisée. Le bleu de méthylène est un corps pur constitué de molécules identiques. Donc, j'avais mon eau qui est un corps pur et j'avais mon bleu de méthylène qui lui aussi était un corps pur. Rappelle-toi, mon bleu de méthylène, c'est mon colorant. Le bleu de méthylène et l'eau forment un mélange homogène. Celui-ci est constitué de deux types de molécules. J'ai fait une vidéo sur les mélanges homogènes et hétérogènes, sens-toi libre d'aller la visionner. Bien, maintenant passons à la définition de ce qu'est un solvant, un soluté, une solution et une dissolution. Commençons par le solvant. Le solvant, c'est un liquide qui dissout un corps appelé soluté. Voici un verre d'eau. Eh bien, l'eau que tu vois dans mon verre est un solvant. L'alcool également est un solvant. Un soluté maintenant. Qu'est-ce qu'un soluté? Un soluté, c'est un corps solide, liquide ou gazeux qui se dissout dans un solvant. Prenons l'exemple du sel. Il se dissout bien dans l'eau et ça, tu l'as déjà testé une fois dans ta vie. Le sucre également est un soluté et mon colorant de tout à l'heure également est un soluté. Maintenant, voyons la définition d'une dissolution. Une dissolution est un phénomène physique durant lequel un soluté se dissout dans un solvant. Mon expérience de tout à l'heure est donc une dissolution. J'ai dissous mon soluté qui est mon colorant bleu dans mon solvant qui est l'eau. Comme tu peux le voir, j'ai mis en rouge ce terme phénomène physique. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons ça dès maintenant. Alors, en chimie, on parle souvent de deux types de phénomènes. Dans un premier temps, il y a les phénomènes physiques. Et puis, il y a les phénomènes chimiques. Un phénomène physique, c'est un changement où la matière reste la même, même si son état ou son apparence peut être modifié. Prenons un exemple pour que tu comprennes. L'eau, que tu connais très très bien. Il a trois états. Il a son état solide, son état liquide et son état de vapeur. Ce changement d'état est un exemple de phénomène physique. Car oui, à la fin, on retrouve toujours mes molécules d'eau, que je te symbolise ici, H2O. Maintenant, voyons ce qu'est un phénomène chimique. Un phénomène chimique, c'est un changement où une ou plusieurs substances sont transformées en de nouvelles substances avec des propriétés différentes. Un exemple que tu connais très très bien, c'est le cas des œufs. L'œuf, une fois dur, ne peut plus passer à l'état liquide. Tu peux le voir. Et une fois cuit, ne peut pas devenir dur. Et donc, ça, c'est un bel exemple de ce qu'est un phénomène chimique. Tu ne peux pas revenir à l'état d'avant. Les propriétés changent. Maintenant, voyons la définition d'une solution et d'une solution aqueuse. Eh bien, une solution, c'est un mélange homogène formé d'un solvant et d'un soluté. Prenons l'exemple de l'alcool et du sel. Si je verse mon sel dans mon alcool, il va se passer ce qu'on a vu, la dissolution. Mon sel va se dissoudre dans le solvant qui est l'alcool. Ce que j'obtiens à la fin, ce mélange d'alcool et de sel, c'est ce qu'on appelle une solution. C'est donc un mélange homogène formé d'un solvant, mon alcool, et d'un soluté, mon sel. Mon expérience de tout à l'heure également. J'avais mis mon colorant, mon soluté, dans mon solvant, l'eau,
Et j'ai obtenu donc un mélange homogène formé de mon solvant et de mon soluté. Donc, ce que j'ai obtenu était une solution. Maintenant, ce qui va différencier la solution d'alcool et celle de mon verre d'eau, c'est que celle de mon verre d'eau est précisément une solution aqueuse. Voyons dès maintenant la définition. Une solution aqueuse, c'est une solution dans laquelle l'eau est le solvant, tout simplement. Dès que l'eau est le solvant, on parle de solution aqueuse. Et tu vas voir que différencier ces deux termes vont être très utiles plus tard dans ton parcours de chimie. Voilà. Passons maintenant à l'expérience sur les carbures. Voici l'expérience. J'ai un dispositif que j'ai monté. Ici, on retrouve H2O mon eau, bien que mal écrite, car le 2 doit se retrouver en indice un peu plus bas et pas au même niveau. Mais bon, continuons quand même. Voici un électrode. Précisément, c'est ce qu'on appelle un anode. Alors l'anode se trouve toujours du côté positif de mon circuit. C'est un schéma d'un circuit électrique. Et donc, vers le côté plus, on retrouve mon électrode qui est l'anode. On l'appelle l'anode du côté plus. Et du côté moins, c'est-à-dire si on suit ce côté jusqu'à remonter à là, eh bien on a la cathode. Ici, comme je l'ai dit, j'ai mon circuit électrique. Et ce qui va se passer quand je vais fermer ce circuit, c'est que ici, dans mon premier tube, je vais obtenir du gaz que j'appelle gaz 1. On ne sait pas encore la nature de ce gaz, mais on le verra dans pas longtemps. Dans le tube 2, j'obtiens un deuxième gaz que j'appelle gaz 2. Je ne sais pas si le gaz 1 et le gaz 2 sont de même nature, mais je sais qu'il se forment deux gaz. Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'ils sont différents? On le verra. Dernière information, ce symbole du plus et du moins, le côté plus long que le côté moins, c'est ce qu'on appelle un générateur. Ça peut être une pile par exemple. Maintenant, je vais fermer mon circuit, car comme tu peux le voir, il est ouvert. Et quand le circuit est ouvert, le courant ne passe pas. Donc je ferme mon circuit. Et regarde ce qui va se passer lorsque le courant va passer et va traverser l'eau. Observe bien attentivement. Tu l'as vu. Mon gaz 1 est apparu dans mon premier tube et mon gaz 2 dans mon deuxième tube. Cette expérience est ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, je te rassure, mais garde ce nom dans un coin de ta tête. Ça va beaucoup revenir dans la chimie. Voici les observations. Après quelques minutes que j'ai fermé le circuit, des bulles de gaz apparaissent à la surface des électrodes lorsqu'un courant circule dans l'eau. Deuxième observation. En fin d'expérience, il se forme alors deux gaz qui peuvent être différents. Un des tubes se remplit 2 fois plus vite que l'autre. Tu peux le voir ici, ce tube-là est moins rempli que celui-ci en termes de gaz. Le volume de la borne négative est 2 fois plus grand que la borne négative en suivant le moins. Du coup, on arrive à la cathode, la borne négative. Donc, son volume est 2 fois plus grand, on estime à peu près, que celui de la borne positive, la borne suivant l'anode. Je vais enlever un peu le schéma que je t'ai présenté pour que tu vois l'apparition de mes gaz, mais garde en tête que le gaz est déjà formé. Voilà. Car dans la vraie vie, ces gaz-là, on ne les voit pas. Le schéma, c'était pour que tu vois qu'il y a apparition d'un gaz. Bien. Voici une expérience qu'on va faire cette fois-ci pour trouver la nature de mes deux gaz. Savoir s'ils sont les mêmes ou non. Déjà, le fait qu'ils ne se remplissent pas de la même manière nous fait supposer que les deux gaz sont différentes. Mais les suppositions n'ont pas leur place en chimie. Il faut démontrer. Donc, c'est ce qu'on va faire avec deux expériences. Comme tu peux le voir ici, il y a 2 tubes à essai qui sont apparus. Alors, dans certaines régions, on appelle ça des éprouvettes. Mais bon, je vais utiliser le terme tube à essai. Voici ce que l'on va faire. On va ouvrir le circuit ici pour que le gaz monte, car le gaz est très léger et donc tend à monter. Et on va faire la même chose ici pour sécréter le gaz. Et à l'aide de ces 2 gaz dès maintenant présents dans mes 2 éprouvettes, je vais pouvoir faire des expériences sur eux. Le premier test que je vais faire, c'est ce qu'on appelle le test du tison. Ceci est appelé le test de la braise. Elle permet de détecter le dioxygène,
l'air que tu respires. Car en présence de dioxygène, le feu va se rallumer. Très concrètement, j'ai un bâtonnet, je vais le brûler et ensuite je vais souffler dedans car l'idée n'est pas de complètement brûler mon bâtonnet. Voilà, j'ai un bout de mon bâtonnet qui est carbonisé. Il faut savoir que les animaux respirent le dioxygène pour vivre, oui, mais le feu aussi. Lorsqu'il y a du dioxygène, le feu se propage beaucoup. Et donc le feu a besoin de dioxygène pour brûler. Plus il y a de dioxygène, plus le feu brûle. Donc je vais sécréter mon gaz numéro 2 et techniquement, dès que je vais introduire mon bâtonnet dans ce tube, si le gaz 2 c'est du dioxygène, alors le bâtonnet est censé se rallumer. Sinon, c'est que ce n'est pas du dioxygène. Et là, on voit que le bâtonnet ne s'est pas allumé. Donc, on n'est pas en présence de dioxygène. Et ça, c'est embêtant, car on ne sait toujours pas notre gaz 2 est fait de quoi. C'est pas grave. Concentrons-nous sur le gaz 1 maintenant. Bien, dans le gaz 1, on va faire la même chose. On va mettre le bâtonnet et... oh, le feu s'est rallumé. Eh bien, le gaz 1 était bel et bien du dioxygène. Donc, on sait que dans un de nos tubes, le gaz qui s'est formé, c'est du dioxygène, l'air que tu respires. Maintenant, on va effectuer un deuxième test parce que le gaz 2, c'est embêtant, on ne sait toujours pas il est fait de quoi. Et on espère que ce test va pouvoir nous le dire. Ce test, c'est ce qu'on appelle le test de la flamme. Elle nous permet concrètement de détecter le dihydrogène. En présence de dihydrogène, il y a un aboiement, un waf qu'on entend. On prélève notre gaz 2. Cette fois-ci, on prend une allumette. On l'allume. Cette fois-ci, on ne souffle pas dessus. On l'introduit directement dans le tube. Et là, s'il y a un waf, c'est que c'était du dihydrogène. Écoute attentivement. Eh oui, notre gaz 2 est donc du dihydrogène. Bien, voilà un peu notre expérience. Et voici un tableau qui reprend tout ce que l'on a fait avec notre dispositif. Donc, dans le tube 1, on a vu que l'odeur, bon, ici, on n'a pas pu l'expérimenter car tu as un écran et tu ne peux pas sentir à travers l'écran. Et donc, je te le dis, il n'y avait pas d'odeur. Inodore veut dire pas d'odeur. Dès la formation de gaz, on n'a senti ni odeur et on n'a vu ni couleur. Le volume du tube 1, eh bien, on va l'appeler volume 1. On ne l'a pas mesuré, on l'appelle volume 1. Notre gaz a réagi positivement au test du tison, négativement au test de la flamme. Forcément, il ne peut pas réagir aux deux. C'est pas du même gaz dont on parle. Et donc, comme il a réagi positivement au test du tison, on sait que c'est du dioxygène. Pour notre gaz 2, notre gaz du deuxième tube, le côté cathode, on ne sent ni odeur et on ne voit ni couleur. Encore une fois. Cette fois-ci, on a remarqué que le volume était 2 fois plus grand, approximativement, que celui du volume 1. Donc, j'écris 2 fois le volume 1. Il était négatif au test du tison, mais positif au test de la flamme. Donc, il s'agissait du dihydrogène. Conclusion. La molécule d'eau, sous l'action du courant électrique, c'est-à-dire lorsque j'ai fermé le circuit, le courant est passé, donc sous l'action du courant électrique, c'est scindé en 2 nouvelles molécules. L'eau, qui est un corps pur, a donné 2 nouveaux corps purs. Le dioxygène, donc mon gaz 1, et le dihydrogène, mon gaz 2. Les proportions de ces 2 corps purs dans la molécule d'eau ne sont pas les mêmes. Il y a 2 fois plus de dihydrogène que de dioxygène. Voici la conclusion de mon expérience. Je modélise ce qu'il s'est passé. Donc, j'avais, imaginons, 2 molécules d'eau. Et en dessous, j'aurais dû écrire électrolyse. Donc, sous l'action du courant électrique. Mes 2 molécules d'eau, cette flèche symbolise se transforme en. Tu vas beaucoup le rencontrer dans les équations chimiques. Donc, mes 2 molécules d'eau se transforment en une molécule de dioxygène. Donc, j'ai 2 fois l'oxygène dans ma molécule, plus
deux molécules de dihydrogène. Donc j'ai deux fois, donc dans une molécule, j'ai deux fois l'hydrogène. D'où le préfixe di. Dioxygène, on devine qu'il y a deux atomes d'oxygène. Dihydrogène, on devine qu'il y a deux atomes d'hydrogène. Voilà un peu l'écriture. 2H2O donne 2 oxygènes. J'aurais techniquement dû écrire 2O, comme j'écris tout en lettres, mais c'est pas grave. 2H2O. Habitue-toi, retiens que l'eau, c'est le H2O. Voilà. J'aurais pu écrire 2 oxygènes, 4 hydrogènes, ou alors 1 dioxygène, 2 dihydrogène. Et je te recommande cette écriture-là. Et comme je fais une modélisation, il ne faut jamais oublier une chose essentielle qui est la légende. Il faut savoir que le bleu représente l'hydrogène, c'est-à-dire un atome d'hydrogène, et que le rouge représente un atome d'oxygène. Voilà l'importance d'une légende. Bien, maintenant, voyons un peu la dernière notion, qui est l'atome et la classification des corps purs. Voici une des définitions de l'atome. C'est la plus petite entité élémentaire de la molécule. Le H2O, par exemple, est constitué de deux atomes de H. Le H, c'est une entité élémentaire. C'est l'hydrogène, qui n'a pas les mêmes propriétés que l'oxygène, par exemple. Donc, l'hydrogène est symbolisé avec un H majuscule. Puis, j'ai un atome de O, l'eau, qui symbolise l'oxygène, une autre entité élémentaire. Et donc, mon eau est constitué de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Il a deux entités élémentaires. Un qui est présent deux fois et un autre une fois. Cet indice que tu vois, c'est donc le nombre de fois qu'il y a mon atome de H. Et ici également, j'aurais pu écrire 1 après l'oxygène, mais généralement, quand il y a 1, on ne l'écrit pas. C'est comme dans une équation. Quand tu as x égale solution finale, par exemple, tu n'écris pas 1 fois x. Pourtant, tu sais qu'il y a un 1 devant le x. C'est la même chose. On ne l'écrit pas lorsqu'il y a un 1, parce qu'on le devine. Lorsque les atomes se séparent de la molécule, très importante, donc lorsque un atome se dissocie d'une molécule, il ne possède plus toutes les propriétés physiques et chimiques de cette dernière, c'est-à-dire de la molécule. Un exemple, eh bien, c'est mon électrolyse. Mon eau qui était sous forme liquide, okay, et qui est devenue deux gaz qui n'ont rien à voir avec le gaz d'eau. Là, j'ai le gaz dioxygène, celle que je respire, l'eau, je ne la respire pas. Donc, tu vois bien qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés chimiques et physiques. Comme tu peux le voir, ici, j'avais 2 oxygènes. Et ici, je retrouve bien à la fin 2 oxygènes. J'avais 4 hydrogènes, je retrouve bien à la fin 4 hydrogènes. Mais comme ils ne sont pas assemblés de la même manière, eh bien, ces molécules ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes propriétés physiques et chimiques. Et ça, c'est très important de le savoir. La légende, on ne l'oublie pas, bien sûr. Et donc, voici une classification des corps purs. Mon organigramme que j'avais déjà complété précédemment. Et donc, on avait vu les mélanges, qu'il y avait les mélanges hétérogènes et homogènes. Et aujourd'hui, on découvre les corps purs. Dans les corps purs, il y a 2 branches qui se forment. Il y a 2 types donc de corps purs. Il y a les corps purs simples et puis il y a les corps purs composés. Un exemple de corps pur simple, ça peut être un atome d'hélium qui se retrouve seul dans la nature. Ou alors, lorsque tu gonfles ton ballon avec de l'hélium, eh bien, le gaz qui est à l'intérieur est un corps pur simple, car il n'y a que des atomes d'hélium. Et c'est là qu'on va faire la différence avec les corps purs composés. Ceci, eh bien, l'eau, par exemple, est un corps pur composé. Il est composé de plus que 2 atomes. À partir du moment où il y a plus que 2 atomes dans une molécule répétée plusieurs fois, donc c'est ça un peu le principe d'un corps pur, eh bien, lorsqu'il y a plus que 2 atomes qui composent cette molécule, on est face à un corps pur composé. L'eau est un corps pur composé, car il y a 2 atomes d'hydrogène déjà, et ensuite de cela, il y a un atome d'oxygène. Bien.
Voilà, maintenant on va faire une petite synthèse pour résumer un peu ce qu'on a vu. Et puis des petits exercices t'attendent en finale. Donc comme synthèse, voici un peu les définitions qu'on a pu voir jusqu'ici. On a eu précédemment, pas dans cette capsule, mais dans les dernières, les définitions d'un mélange homogène, d'un mélange hétérogène, d'un corps pur simple. Je l'ai dit à l'instant, mais voici sa définition, et d'un corps pur composé. Et donc, si je dois modéliser la définition qu'on vient de voir sur les corps purs, les simples et les composés, voici un corps pur simple. Voici un autre corps pur simple. Voici un corps pur composé et un mélange. Donc, dans les corps purs simples, il y a les non liés, l'hélium par exemple. Dans les corps purs simples liés, il y a par exemple le cas du dihydrogène ou du dioxygène. Le corps pur composé, eh bien, ça aurait pu être le NaCl, le sel. NaCl. Et dans le cas des mélanges, eh bien, ça aurait pu représenter du dihydrogène et du dioxygène que j'ai mélangé. Et là, j'ai un mélange de deux corps purs. Voilà, maintenant, premier exercice. Expliquer comment distinguer un corps pur d'un mélange grâce au modèle moléculaire de la matière. Exercice numéro 2. Choisis parmi les graphiques suivants. Donc, il y a ABC, mais c'est plutôt 1, 2, 3. Celui qui représente les proportions de H2O et de O2 en volume après un électrolyse de l'eau. Donc, l'expérience que j'ai fait tout à l'heure avec mon eau, le dispositif et tout ça, avec le courant, eh bien, voici 3 graphiques. Trouve lequel représente le mieux la proportion entre le gaz 1 qui était produit, qui était le dioxygène, et le gaz 2 qui était le dihydrogène. Trouve la proportion. Exercice numéro 3. Dans les phrases suivantes, retrouve le solvant, la soluté et la solution. PS, il n'y a pas forcément les 3 dans chaque phrase. Donc, un exemple que je pourrais te faire, par exemple, c'est l'eau salée est un mélange d'eau et de sel. Eh bien, l'eau salée, c'est la solution. On te dit c'est un mélange d'eau, du coup, forcément, c'est le solvant. Et de sel, le soluté. Et puis le reste, je te laisse faire. Exercice numéro 4. Fais une croix dans la colonne qui convient. La légende donne des informations importantes. Donc la légende, elle est là. Un point vert ici représente un atome d'oxygène. Donc s'il y en a 2, on est face à du dioxygène. Et donc, est-ce que c'est un corps pur simple? Est-ce que c'est un corps pur composé? Est-ce que c'est un mélange? Je te laisse en décider. Bien, la capsule touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à soutenir cette chaîne qui est à but pédagogique, c'est-à-dire à but de soutien scolaire pour les élèves qui ont des cours de chimie de tout niveau. Et en laissant des likes, un abonnement et des commentaires, tu m'encourages à produire davantage et beaucoup plus rapidement ce genre de contenu qui, j'espère, ira jusqu'au niveau terminal. Oui, je m'appuie d'un manuel scolaire très détaillé sur la chimie pour produire mon contenu. Et cela me prend énormément de temps. Et donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente, soutiens pour m'encourager à continuer dans cette tâche noble. Merci, à bientôt.